Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com 20 minutes et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invité aujourd'hui est Julien Dray, vice-président de la région Île-de-France, chef de file des socialistes dans le Val-de-Marne pour les régionales, sur les listes de Claude Barthelone. Bonjour Julien Dray. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. Anne-Laetitia Béraud, journaliste politique à 20 minutes, et Michel Urvois, éditorialiste politique à Ouest France, sont aussi avec moi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi sur ce plateau. Je vous rappelle rapidement le principe. Vous avez une petite demi-heure pour poser vos questions, réagir pendant l'émission sous votre vidéo ou sur les réseaux sociaux, #DirectPolitique. Julien Dray, on sort à peine, et on n'est d'ailleurs pas sorti d'une séquence terrible, à la fois sociétale et politique, avec les mesures annoncées par le gouvernement et le vote du Parlement en fin de semaine dernière à la quasi-unanimité sur l'état d'urgence. Est-ce qu'on peut dire que l'Union nationale, après les attentats de Paris, est aussi forte qu'en janvier ? Je crois que le rassemblement de la société française dans toutes ses composantes était nécessaire dans un moment difficile et dans le drame que nous avons vécu. Il y avait ce besoin d'unité et je crois que toutes les forces politiques, dans leur grande majorité, s'y sont pliées. Il y avait des mesures à prendre, elles ont été prises d'urgence. Bon, donc on est dans ce moment qui est à la fois un moment d'émotion et un moment de mobilisation. Est-ce que vous pensez que l'opposition s'est alliée à ce mouvement, qu'elle a joué son rôle ? Il a fallu parfois la rappeler à l'ordre. Il y a eu des dérapages. On sent une impatience parfois politicienne vouloir l'emporter. Mais notre rôle à nous, en tous les cas majorité, c'était de savoir, je dirais, respecter une certaine dignité et respecter même un deuil au regard des drames que vivaient les Françaises et les Français. Et les joutes, je dirais, traditionnelles devaient s'estomper devant cette émotion et cette mobilisation aussi. La sécurité était un point de clivage entre la droite et la gauche. Le procès en laxisme était quotidien. Est-ce que les choses changent de ce point de vue-là ? Depuis que je suis tout petit, c'est-à-dire il y a longtemps, on me dit que la gauche est laxiste en matière de sécurité. Donc c'est un procès récurrent, comme le procès sur la légitimité de la gauche à exercer le pouvoir. Alors il y a certainement eu des périodes où la gauche était plus préoccupée peut-être des causes liées à la violence et elle avait à juste titre d'ailleurs mis l'accent là-dessus, et ce qu'on appelait la prévention, mais elle a trouvé un équilibre depuis maintenant 20 ans dans une formule qui était juste, ou plus exactement mobilisée contre le crime, mais mobilisée contre les causes du crime. Et je constate simplement que quand nous sommes arrivés au pouvoir, ceux qui avaient réduit les effectifs de police, la présence sur le terrain, la présence effective, ce n'était pas nous, c'était la droite et de manière importante. Il a fallu rattraper cet effort dans des conditions de contraintes budgétaires que vous connaissez. C'est une forme de réponse à un internaute, excusez-moi, qui nous dit « Citoyen déçu hein, », c'est son pseudo, le PS a une responsabilité avec le laxisme vis-à-vis de la délinquance qui augmente et du terrorisme. Va-t-il se remettre en question ? D'abord, c'est pas vrai. Quand on regarde les chiffres, alors c'est différencié suivant les types d'agressions, mais grosso modo, il y a une politique de droit à la sécurité pour tous, donc de présence qui a été renforcée et qui porte un certain nombre de résultats. Bon, alors après, c'est différencié. On voit bien que les vols à la personne ont augmenté parce que, notamment, les vols sur le portable, les agressions, mais les vols avec violence ont reculé. Donc, il y a un travail quotidien qui est fait, mais on ne peut pas dire, je pense que ça serait... c'est pas juste que la gauche en la matière est naïve ou qu'elle n'a pas pris la mesure de ces problèmes-là. Ça fait très longtemps que, par ma voix, mais par la voix de beaucoup de responsables politiques, nous disons que le droit à la sécurité, c'est un droit pour tous, que les moyens, c'est une question importante. Et je vais prendre un exemple, on ne va pas faire de politique politicienne, mais pour ce qui est de ma responsabilité politique personnelle, la région Île-de-France a créé une ligne budgétaire depuis maintenant plusieurs années sur la sécurité, a investi massivement, ce qui fait que par exemple quand vous allez dans les grands postes de commandement de la police, nous avons aujourd'hui des postes extrêmement modernes qui permettent une vision globale de la situation, qui sont d'ailleurs plus performants que ce qui existe aux États-Unis. Et d'ailleurs, les policiers eux-mêmes le reconnaissent. Et ça a été permis par le travail qui a été fait. Ça, c'est la région. C'est la région Île-de-France qui a fourni les budgets nécessaires à ça. Combien ? La vidéosurveillance, entre 40 et 45% des investissements. La vidéosurveillance, qui est énormément aujourd'hui utilisée, pour une grande part, non pas dans les villes, mais dans les transports, a été mise en place grâce à l'appui de la région. Donc, tout ce qu'on appelle les vidéotransmissions, tout le matériel de géolocalisation a été financé grâce à l'appui de la région. Nous avons signé des conventions avec le ministère de l'Intérieur depuis plusieurs années. Nous avons renforcé les investissements dans les commissariats de police. Et le problème souvent que nous avions, c'est que l'État ne répondait pas
à nos investissements. C'est-à-dire que les effectifs de police n'étaient pas à la hauteur des investissements que la région... Qui est en train de changer aussi. Voilà. On va en parler. Et vous avez dit hier matin sur RTL que le PS n'est plus dans une explication sociologique de la violence. Vous pouvez préciser cette... Oui, parce que souvent, et c'est logique, quand on est confronté au crime, bon, il faut intervenir sur le crime, mais on essaye de comprendre les causes et d'agir en amont et pas simplement en aval. Donc, et souvent, et c'était à juste titre, la gauche était préoccupée par les conditions, les causes qui conduisaient à ces comportements violents, ce qu'on appelle l'explication sociologique, c'est-à-dire vous voulez dire social, vous voulez dire le chômage, vous voulez dire voilà, la précarité, les conditions de vie des gens, là où ils vivent, là où ils naissent, le milieu familial, les études ou pas. Bon, et ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Mais ce qui a pu donner à un moment donné dans les années 90 le sentiment qu'on trouvait toujours des explications au comportement des éléments violents et qu'en trouvant des explications, quelque part, on passait sur leur acte. Et donc les victimes avaient l'impression qu'elles étaient doublement victimes de leur agression et victimes aussi d'une forme de passivité ou d'une naïveté par rapport au comportement délinquant. Et je pense qu'on a profondément corrigé cela. Et j'insiste, la formule clé pour nous, c'est de dire dur avec le crime et dur avec les causes du crime. Il ne faut pas passer d'un extrême à un autre. Il faut aussi être capable de travailler en amont pour prévenir au maximum les comportements violents. Hier, vous proposiez sur une radio de faire des prêches en français. Alors ça, c'était une mesure qui a été proposée par Jean-François Copé, président de l'UMP à l'époque en 2011, qui avait été retoquée par le ministre. C'est-à-dire vous récitez l'article du Monde, si vous me permettez, de Samuel Laurent. Alors pourtant, c'est un fait. Oui, c'était une mesure proposée par la droite. C'est une mesure que je propose depuis des années et des années. Bon, j'ai vu un article. Vous avez devancé Jean-François Copé. Voilà, bien avant. Entre autres au Monde ce matin. Et vous le redites maintenant. Et je racontais justement hier matin pourquoi cette question m'était venue dans le détail. Je disais, ça m'est venu il y a plusieurs années, parce que j'allais représenter des vœux républicains d'ailleurs, lors d'une cérémonie d'une salle de prière qui avait ouvert dans une ville de ma circonscription, et j'avais eu un problème parce que le prêche était en arabe et je n'avais pas pu répondre au prêche. Et après, on avait discuté avec l'imam, qui m'avait fait remarquer, qui m'avait dit à l'époque, oui, mais regardez, dans les synagogues, ça se fait en hébreu. Je lui ai fait remarquer que les prières se faisaient en hébreu, mais que les prêches, c'est-à-dire les éléments d'actualité, étaient faits en français et que je considérais qu'il fallait aller vers ça. Alors, j'ai lu la réponse qui m'a été faite. Je vois que Le Monde se sert de bonne référence puisqu'ils ont été chercher M. Guéant pour me répondre. Vous voyez, et le problème, c'est pas d'obliger, le problème, c'est une discussion. On a une vision de la laïcité dans ce pays qui est totalement à géométrie variable. Alors, une fois, on doit se mêler de rien, d'autres fois, on doit se mêler de tout. La laïcité, c'est la séparation entre le pouvoir politique et l'exercice, je dirais, spirituel des uns et des autres. Et le fait qu'on ne sépare. Mais il y a un dialogue permanent avec les religions. Et il y a un dialogue à avoir avec la religion musulmane sur la manière dont elle, aujourd'hui, est présente dans la société française et dont elle devient une des composantes. Parce que c'est aussi ça, il ne faut pas se le cacher, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y a une société française qui est en train de changer, qui intègre une communauté musulmane de plusieurs millions d'individus et qui sont respectables et doivent être respectés dans leurs pratiques et dans leur culte. Mais donc en concrètement, même temps, comment vous faites respecter ce que vous proposez, ces prêches en français? Est-ce que vous mettez une personne dans chaque mosquée? Mais non, mais voilà, ça y est, ça se passe tout de suite, on part dans des schémas. D'abord, je vais vous rappeler une petite histoire. En 1902, vous n'y le étiez gouvernement, moi non plus, le gouvernement a obligé les prêtres, notamment en Bretagne, à parler en français. Et ils devaient, alors on n'était pas à l'époque, on était sous le régime du Concordat, on n'était pas encore sur la loi de séparation en 1905, et on les a obligés à le faire. Et d'ailleurs, 150 prêtres ont renoncé, parce qu'à l'époque ils étaient salariés par l'État, ont renoncé à leur salaire. Vous voyez, donc il y avait déjà une discussion sur cette question-là qui a eu lieu. Et il y a eu un combat. Est-ce que justement ça risque pas de provoquer de nouveau des tensions mais non, c'est une communauté religieuse quelle qu'elle soit d'ailleurs? C'est un débat qui doit y avoir aujourd'hui. Et on doit débattre, y compris, on débat de la formation des imams. Voilà, puisque il y a eu, et c'est d'ailleurs très important, un accord qui a été signé par la France avec le Maroc pour faire qu'une grande partie de la formation des imams désormais se passe en France. Et je pense que c'est important qu'on ait des imams totalement intégrés dans la communauté française pour donner le sentiment d'appartenance totale à la communauté française. Mais alors concrètement, comment vous faites? Concrètement, on discute, on dialogue, on n'impose pas, mais on n'a pas la possibilité de l'imposer, la loi. Mais on a un dialogue, et c'est parce qu'il y a un dialogue qu'on arrive à convaincre. Avec quel interlocuteur? Avec les imams, entre autres, avec toutes
Conseil français du autorités, culte musulman. avec le Conseil français du culte musulman, si on arrive à bien lui donner l'autorité nécessaire. Mais il y a une structuration, on voit bien aujourd'hui nécessaire du culte musulman dans sa représentation, dans son organisation, et c'est un débat dans la société. Et c'est pas faire une entorse à la laïcité que d'avoir ce débat-là. La laïcité, c'est pas l'interdiction de la pratique du culte. La laïcité, c'est une forme d'organisation et de séparation des uns et des autres. Voilà. Je veux dire, nous débattons avec les cultes lorsque, c'est arrivé tout au long de ces dernières années, lorsque un certain nombre d'associations cultuelles commençaient à demander dans les municipalités la possibilité, et à juste titre d'ailleurs, d'avoir des salles de prière et de les sortir de la pratique obscurantiste qui était dans les caves, il y a eu un dialogue. Et le dialogue consistait à ce que les municipalités trouvaient des terrains. Alors elles ne finançaient pas directement, mais elles créaient les conditions qui permettaient un exercice libre du culte. Pour finir sur ce sujet, on a un internaute qui nous fait remarquer qu'hier sur RTL, encore une fois, vous avez dit l'islam ne s'est pas modernisé, hein, je suis entre guillemets, et se vit comme une religion dominée. Est-ce à dire que selon vous, les musulmans sont dans un processus de victimisation ? Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un constat objectif, c'est un long débat théologique sur la place de la religion musulmane par rapport à la modernité, par rapport au monde moderne, et qui vit au travers de son histoire le sentiment qu'elle a été reléguée ou oppressée ou opprimée. Voilà, ça c'est tout un débat qu'il y a au sein du monde musulman d'ailleurs. Il y a, ce que je dis moi, ce n'est pas une position de Julien Drey, c'est un débat qui a lieu au sein même. Vous avez certainement lu les textes de M. Bidar, par exemple, et de beaucoup d'intellectuels musulmans qui disent qu'il y a besoin aujourd'hui d'une modernisation théologique, le statut de la femme, par exemple, qui est un élément qui pose problème. Le respect de la démocratie, le refus de la peine de mort, de la charia, tout ça, c'est des éléments qui doivent faire débat. Mais entre modernisation et victimisation, on n'est pas dans les mêmes... Mais la modernisation, c'est que justement de sortir de ce sentiment victimaire. C'est de permettre à la religion musulmane d'être une religion comme les autres et qu'il ne se sent pas en permanence, et c'est, je le dirais, rejeté ou marginalisé. Voilà, donc c'est aussi toute une compréhension de l'histoire. Parce qu'il y a un monde musulman qui vit la modernité comme une agression, qui vit la modernité comme étant une relégation. Eh bien, il faut travailler à ce que, justement, il rentre pleinement dans le XXIe siècle. Au-delà de ces questions, Julien Drey, on voulait vous interroger sur une déclaration d'Emmanuel Macron qui a dit que la France a une part de responsabilité, je cite, dans le terreau sur lequel le djihadisme a prospéré, le terreau qui serait celui de la défiance. Alors Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, a accueilli avec pointe d'ironie, on va dire, cette déclaration en disant qu'il ne comprenait pas tout à fait. Alors, est-ce que vous la comprenez ? Et je vais vous poser directement la question. J'ai un petit avantage sur Jean-Christophe, c'est que je comprends mieux le Macron que lui. Alors, je vous pose la question parce qu'on a aussi des internautes qui réagissent. On a EMAP, par exemple, qui vous dit, qui défend l'attitude actuelle du gouvernement face aux attentats, mais qui estime que la politique sociale et économique du gouvernement a aggravé les inégalités et donc les risques de radicalisme. On a d'autres internautes, j'essaie de tout regrouper, excusez-moi, qui vous dit que vous avez été fondateur de SOS Racisme, élu de banlieue parisienne, cadre du PS, secrétaire national chargé de la sécurité de 1997 à 2003. Qu'est-ce qu'on a fait à gauche pour proposer un autre modèle à ces personnes qui aujourd'hui se tournent vers cette forme de radicalisme ? Alors, c'est une question qui est vaste. D'abord, j'ai dit tout à l'heure sur la lutte contre le fondamentalisme et qu'il fallait être dur avec les comportements mais dur avec les causes. Et j'ai l'impression, et c'est le sentiment, que j'en ai discuté d'ailleurs avec l'intéressé, qu'Emmanuel Macron a repris d'un certain point de vue concernant le fondamentalisme une analyse juste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en rester simplement au stade répressif, il faut aussi comprendre la trajectoire de ces individus. Comprendre la trajectoire, ça ne veut pas dire excuser, ça ne veut pas dire justifier, ça veut dire voir comment on peut intervenir en amont pour éviter ces Alors dérives. Justement, vous êtes dans la vie politique depuis pas mal d'années. Qu'est-ce qui a été fait 30 secondes. Je pense donc, juste pour clore la séquence Cambadélis, que c'est ça qu'a voulu dire Emmanuel. C'est-à-dire qu'il y a une part de responsabilité. Il y a toujours une part de responsabilité dans nos sociétés quand des individus dérapent de ce point de vue-là. On ne peut pas simplement dire c'est la faute aux parents. Il faut regarder comment notre système... Les politiques sont aussi responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Comment notre système éducatif a fonctionné. Il faut regarder comment les discriminations sont installées dans un certain nombre de cas. Comment l'échec social a pesé aussi sur la trajectoire d'un certain nombre d'individus. Je le dis, tout ça ne justifie pas les comportements, parce qu'il y a des millions de gens qui sont victimes de ces conditions sociales et qui, eux, ne basculent pas dans le terrorisme. Et donc, le choix du terrorisme, c'est un acte individuel
Hein, et en aucune manière on peut avoir, je dirais, une quelconque justification de cela ou une quelconque théorie de l'excuse. Qu'est-ce qui a été fait Voilà. pour améliorer Alors, la j'y vie reviens. de ces personnes? Je vois que vous êtes têtu, mais moi aussi. Donc vous voyez, il va falloir qu'on s'aménage cet espace. Donc nous avons fait, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en matière de politique de la ville. Bon, si vous allez dans les cités en France aujourd'hui, il y a une rénovation urbaine considérable qui a été faite, qui a changé le cadre de vie. Je regardais un certain nombre de reportages, et je connais les cités de l'Essonne, où on a rebâti un cadre urbain qui est très important. Parce que sinon, oui, entre autres Borloo, mais il n'y a pas que Borloo. C'est un travail qui a commencé il y a 30 ans. Ce qui n'empêche pas le taux de chômage qui est non, énorme. Ce qui a évité quand même qu'on ait ce que vous avez dans d'autres pays, et je pense notamment aux États-Unis, c'est-à-dire des ghettos qui sont bien cachés aujourd'hui en Amérique parce qu'ils sont repoussés très loin, mais où la loi du plus fort, la violence règne de manière considérable. Donc on a contenu un certain nombre de choses. On n'a pas tout jugulé, mais on a contenu. Voilà, par tous ces travaux de rénovation urbaine. Après, il y a la question qui taraude la société française, c'est la question du chômage, c'est-à-dire la question de l'emploi. Et après, il y a aussi toute la question du travail social, d'accompagnement, d'encadrement. Et sur ces deux points-là, un échec sur le plan de droite comme de gauche. Non, bon, mais moi je ne suis pas dans cette logique de la société française et des commentateurs qui passent leur temps à s'auto-flageller en disant on a subi des échecs et tout. On a mené un combat, ce combat il sera permanent, il y aura des avancées, des reculs, mais la société française elle n'est pas en échec. Il n'y a pas que la France qui subit aujourd'hui la montée du fondamentalisme religieux, de la radicalisation. Donc désigner à la vindicte populaire la société française en disant elle est toujours en échec, et d'après moi, une forme d'esprit français que je ne partage plus. C'est-à-dire cet esprit français qui passe son temps à dénigrer sa propre société. Il y a des avancées, il y a des reculs, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Sur le plan scolaire, on voit qu'il y a aujourd'hui des corrections à apporter. On a fait des choses importantes, parce que le système scolaire a permis à toute une génération de progresser. Aujourd'hui, on se plaint de l'existence de noyaux durs radicaux, mais on ne voit pas aussi la masse des jeunes qui sont en train de s'intégrer. On voit évidemment, comme toujours, le train qui n'arrive pas à l'heure, mais on ne voit pas qu'il y a des milliers et des milliers de jeunes qui, grâce à notre système scolaire, grâce à cette politique de mobilisation urbaine, aussi s'en sortent et deviennent de très bons citoyens français. En même temps, des terroristes qui tuent 130 personnes, c'est pas un train qui arrive à l'heure, ou pas? Non, j'ai pas dit ça. Vous êtes très polémique ce matin, vous êtes bien réveillé. Donc, j'ai pas dit ça. J'ai dit simplement, c'est pas une spécificité française. Vous voyez ce qui se passe en Belgique, vous voyez ce qui s'est passé en Angleterre, vous voyez ce qui se passe y compris en Allemagne, c'est tout. Je dis pas que c'est une... comment dire, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas en parler, si c'est ça que vous voulez me faire dire. Je dis simplement qu'il faut aussi voir la réalité de ce qui marche. Donc il y a un équilibre à trouver entre la critique nécessaire et justifiée sur des dispositifs qu'il faut corriger, mais aussi une réalité qui est aussi, je dis, porteuse d'espoir. On va essayer de rentrer vraiment dans le concret, parce qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été adoptées, annoncées par le gouvernement, mais aussi beaucoup de mesures proposées. Donc on va vous faire un pour-contre, et c'est Michel qui commence. L'assignation à résidence avec bracelet électronique pour les fichés S, ou les personnes fichées pour radicalisation, c'est Nicolas Sarkozy qui le propose. Vous êtes pour ou vous êtes contre? J'ai dit à plusieurs reprises qu'il fallait faire attention au professeur Tournesol de la sécurité. Dans ces moments particuliers dans lesquels on est, chacun y va de sa bonne idée. Moi, je ne suis pas sectaire. Donc je dis à chaque fois, regardons si c'est praticable, si c'est efficace, c'est utile. Bon, outre que ça va poser des tas de problèmes, de mettre tous ensemble ces fichiers radicalisés avec tout ce qu'on a connu comme dérapage dans d'autres cas. Là, on parle d'assignation à résidence, oui, dans le cas de Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres propositions. C'est pour ça que je dis, sur le plan pratique, il faut voir ce que ça donne. Je ne suis pas convaincu de l'efficacité réelle de cela. Voilà. Mais regardons, examinons, c'est ce qu'a dit d'ailleurs le président de la République dans son discours. On n'est pas dans un état d'esprit, peut-être que ça surprend, on n'est pas dans un état d'esprit d'écarter a priori toute proposition. On la regarde, on regarde si elle est efficace, on regarde si elle sert à quelque chose, ou on regarde si elle n'est qu'un gadget pour agiter les esprits. Bon voilà, sur l'assignation à résidence, je suis dubitatif. Voilà. Sur la création d'un fichier unique qui rassemblerait les données de Tracfin, les données du fichier national des empreintes génétiques, les fichiers S, est-ce que vous seriez pour un méga fichier? On est en train de faire. Le problème, c'est que la société française, elle n'arrête pas de faire des fichiers. Bon, et après, on constate d'ailleurs que ça ne fonctionne pas très bien. Donc, pourquoi pas un fichier? Il y a des garanties juridiques à apporter sur l'utilisation de ces fichiers, mais tout ce qui peut permettre une meilleure information, une rapidité d'information est utile. Voilà. Vous êtes pour ou contre la déchéance de nationalité pour les citoyens qui porterait atteinte à l'État?
Disons, en termes d'efficacité réelle, franchement, quand quelqu'un veut se faire sauter, ou quand il est terroriste, la question de savoir s'il va perdre sa nationalité ou non, elle est quand même, je dirais, marginale. On est dans la symbolique, il faut être honnête de le dire, et dans une symbolique importante, parce que c'est une manière pour la société française de définir ceux qui en sont partis et ceux qui n'en sont pas partis. Bon, donc il faut regarder. Il y a des contraintes très importantes, parce que vous savez qu'on n'a pas le droit de transformer des gens en apatrides. Il y a donc des questions dans les rapports. Et on repousse la faute sur un éventuel deuxième pays, puisque généralement ça concerne des binationaux. Et ça pose la question de savoir si les pays en question vont accepter leurs ressortissants ou non. On a ouvert la porte en disant on va regarder, on va voir. Bon, mais j'insiste sur le fait que c'est une mesure essentiellement symbolique. Mais le symbole a aussi son importance à un moment donné. Est-ce que vous seriez pour ou contre une modification drastique de la liberté de circuler en Europe, c'est-à-dire l'espace Schengen? Moi, j'ai une approche qui est différente et je pense que c'est toujours le débat sur l'Europe en France. Quand on est en difficulté, on ne veut pas reconnaître nos propres difficultés, on rejette tous sur l'Europe. Voilà. La solution au problème auquel nous sommes confrontés, elle devra être européenne. Quand vous avez peut-être vu ce reportage, c'était vos collègues de la télévision qui ont envoyé un journaliste hier qui a passé les frontières pour la frontière entre la France et la Belgique. Et il voulait voir comment il était contrôlé. 23 fois il est passé dans la journée sans être contrôlé. Quand vous avez 5000 km de frontières terrestres et maritimes, vous pouvez mettre toutes les mètres un contrôle, vous n'y arriverez pas. Donc l'honnêteté, c'est d'avoir un espace européen avec des moyens nouveaux. Donc la question qui est posée, c'est pas de dire c'est la faute à l'Europe. C'est trop facile. La question qui est posée, c'est de donner les moyens, et il va y avoir certainement des propositions qui vont être faites dans les heures et les jours à venir pour que justement l'espace Schengen fonctionne mieux. Par exemple, que ce qu'on appelle le fichier Frontex, qui permet lorsque vous êtes à l'espace Schengen d'avoir accès à toutes les données, fonctionne dans les postes de douane ou de contrôle, ce qui n'est pas le cas dans un certain nombre de pays, parce qu'il n'y a pas les moyens matériels pour le faire. Donc il faut renforcer ces contrôles à l'échelle de l'Europe, et c'est en renforçant ces contrôles à l'échelle de l'Europe qu'on s'en sortira. C'est la même chose sur la question de la gestion des ressortissants. Le danger dans ce moment particulier, c'est que les responsables politiques s'en sortent en disant « nous, on est très forts, c'est les autres qui sont très faibles ». Voilà. Je pense que c'est pas bien. Allez, on va parler un peu des moyens, Julien Drey, avec vous, puisque le manque de moyens et d'effectifs, on en parlait notamment avec les frontières, a été pointé aussi pour suivre les personnes radicalisées, pour contrôler les frontières, pour enquêter sur les projets terroristes. Donc ce manque de moyens a été pointé. Hollande et Valls ont promis la création de 8500 nouveaux postes dans la police et la justice. Je ne vais pas faire le détail. On sait que c'est un objectif qui va mettre des années à se concrétiser, parce que ces policiers, il faut les former. Qu'est-ce qu'on fait en attendant ? On fait appel à des réservistes, on rappelle d'anciens agents pour venir en renfort. Sur les policiers, il ne faut pas des années, ça va beaucoup plus vite que ça. D'abord parce qu'il y a des potentiels énormes. Sur les magistrats, c'est plus compliqué parce qu'il y a une formation plus longue liée à l'exercice du métier. Bon, donc il faut essayer d'aller au plus vite en la matière pour répondre à ce qui a été la gestion précédente en la matière, avec le débat qui était quand même un débat de société important. C'est qu'on voit bien que quand on est confronté au danger, les débats traditionnels qu'on avait sur la réduction des déficits budgétaires, ils prennent un autre éclairage. Et ceux qui disaient attention à ne pas avoir une vision dogmatique de la réduction des déficits budgétaires au regard des besoins de la société, trouvent aujourd'hui une oreille particulière. Et donc on a levé un certain nombre de tabous qu'on n'avait pas le droit, y compris face à vos rédactions, il y a encore quelques mois. Ça donne raison aux frondeurs, entre guillemets. Aux frondeurs, ça donne raison à ceux qui disaient les règles de déficit telles qu'elles sont définies nous obligent parfois à ne pas prendre en considération des situations où à un moment donné on aura besoin de les faire bouger. Donc les lignes sont en train de bouger et c'est bien qu'elles bougent en la matière. Voilà, donc il faut déployer le maximum de travail sur le terrain. Il y a un travail, vous savez, dans le dispositif qui est mis en place, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas assez mis en avant. Le travail social dans les quartiers, finalement, c'est le plus important, parce que c'est là qu'on détecte. Et quand vous avez des animateurs sociaux de qualité, c'est-à-dire pas simplement des grands frères qu'on a pris en disant « fais-moi un peu d'occupation », quand vous avez des enseignants de qualité, pas des jeunes enseignants inexpérimentés qui sont capables de voir des dérapages, la question qui est posée, c'est que tous ces métiers de première ligne ont été regardés avec une certaine... La police de proximité aussi. La police de proximité ont été regardés avec une certaine défiance. Voilà. Et je vais vous faire une remarque. On se félicite qu'il y ait beaucoup de jeunes qui se précipitent pour devenir des soldats. J'ai même vu un grand chanteur dire que s'il avait la possibilité, il irait se battre. Moi, je vais vous dire une chose. Je me féliciterais aussi si beaucoup de jeunes voulaient devenir professeurs.
vous voulez devenir animateur social, éducateur de rue. Parce que cette question-là, elle est très importante. Parce que c'est là où une grande partie des choses va se jouer. Après, vous êtes toujours en défense. Et quand vous êtes en défense, tous ceux qui connaissent ces choses-là, il y a toujours un moment donné où vous avez une faille. Là, vous parlez de l'aspect préventif. On voit bien à travers l'état d'urgence, la possibilité offerte à la police permet de multiplier les perquisitions, de découvrir un tas de choses, des armes, de la drogue, etc. Finalement, est-ce que ce n'est pas les moyens de la justice qui sont le goulot d'étranglement qui empêchent un nombre suffisant d'actions? Est-ce que ce n'est pas là la question des moyens d'abord? Alors, moi, je vais vous dire ce que je pense. L'état d'urgence, il faut le manier avec une extrême prudence. Extrême prudence. Si j'avais été encore parlementaire, oui, j'aurais voté, là en l'occurrence, l'état d'urgence, pour 3 mois, comme me le disait un grand maître à moi qui s'appelait Pierre Mazot, avec une main tremblante. Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'il y a des états d'exception, parce que c'est l'état d'urgence, oui, c'est un état d'exception, il y a forcément après des dérapages. Et si vous avez vu, puisqu'on est sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'il y a déjà des images qui montrent qu'il y a des perquisitions qui sont faites un peu n'importe comment. Et justement, est-ce que c'est pas un problème de moyens de la justice? Des perquisitions dans la mosquée des Mureaux ou un certain nombre Ça rejoint les craintes de Jean-Luc Mélenchon aussi, qui hier, même ce week-end d'ailleurs, a été... Mais il n'y a pas que... Je sais qu'en ce moment, il est devenu l'alpha et l'oméga de référence, tant mieux pour lui. Non, mais c'est un des personnages politiques d'importance qui ont critiqué le prolongement de cet état d'urgence. Non, je dis ça pourquoi? Parce que je vois tout d'un coup que vous êtes tous convertis à l'idée que c'est vrai qu'il faut se poser la question et qu'on lui attribue le mérite d'avoir posé la question du financement de Daesh. Je dis juste que ça fait 2 ans que j'explique, moi, dans un certain nombre de rédactions, que ceux qui achètent le pétrole de Daesh, c'est une grande partie des gouvernements turcs et dans une corruption généralisée. Je ne dis pas les Turcs en général, mais le gouvernement turc a une part de responsabilité dans les rapports avec Daesh. Personne ne m'écoutait à l'époque. Bon, c'est pas grave, tant mieux si lui est arrivé à faire passer ce message-là. Voilà, alors... je ne me rappelle plus votre question pour être honnête. Non, il a lui-même, je le signalais simplement, critiqué le prolongement de l'état d'urgence il y a quelques jours. Le problème, ce n'est pas de critiquer le prolongement, parce qu'on est dans une situation d'urgence et on voit bien qu'on a certainement encore quelques cellules terroristes qui circulent en France ou qui ont des connexions avec l'international et sur lesquelles il faut aujourd'hui porter le fer. Bon, je dis simplement qu'il faut être très prudent. Voilà. Il faut un suivi régulier. Dans le débat parlementaire, il a été obtenu que toutes les commissions parlementaires soient consultées chaque semaine parce que c'est une situation dangereuse. Et vous savez, dans le combat contre le terrorisme, il faut toujours faire attention à ce que la victime ne devienne pas elle-même bourreau. Parce que nous devons tirer le bilan de l'expérience Bush et de l'expérience américaine. Nous devons tirer le bilan de ce qu'a été Guantanamo. Nous devons tirer le bilan de toutes ces lois d'exception du Patriot Act qui, en fait, avec le temps, s'est retourné en son contraire, est devenu même l'étendard de la lutte des terroristes contre Guantanamo et contre les sentiments d'exception qui se développaient à la suite. Voilà. Un de nos internautes nous parle d'un de vos collègues que vous appréciez, Malek Bouti, qui a fait un rapport en 2015 sur la radicalisation dans les banlieues. Et il nous demande, est-ce que, comme Malek Bouti, vous êtes d'accord quand il dit ces quartiers produisent des terroristes? 10 ans après, ce ne sont plus des émeutiers, ce sont des terroristes. Je pense que la formule est lapidaire ou simpliste. Parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui, je l'avais dit d'ailleurs en bureau national à Malek Bouti quand il avait présenté son rapport, je ne crois pas qu'on ait une génération de djihadistes. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé le week-end dernier et ce qui s'est encore passé vendredi soir, quand il y a eu la mobilisation citoyenne, montre qu'il y a toute une génération qui, au contraire d'après moi, qui a été un peu chouchoutée, qui a été protégée. Parce que ma génération a considéré que les enfants étaient rois et qu'il fallait les protéger de tous les risques. Bon, tout d'un coup, cette génération, elle est confrontée à des réalités que moi j'avais connues quand j'étais gosse, la guerre d'Algérie ou des choses comme ça. Elle découvre un monde qui n'est pas un monde gentil, peut-être, qu'on a surprotégé auparavant. On a une génération qui, au contraire, tout d'un coup, a été violentée, choquée dans son mode de vie et prend conscience aussi et se mobilise. Donc on n'a pas du tout une génération qui bascule et je crois qu'il faut faire toujours attention de ne pas réduire une minorité qui se radicalise à, je dirais, la majorité. C'est pour ça que j'ai insisté en vous disant qu'il y a une majorité de jeunes aujourd'hui qui réussissent dans la société, qui ont envie de s'en sortir et qui d'ailleurs, à l'inverse de l'état d'esprit qui existait auparavant, ne sont pas dans une logique d'assister. Ils ne nous disent pas « qu'est-ce que vous faites pour nous ?» Ils disent « de toute manière, on va s'occuper de notre avenir ».
Ce qu'on voudrait, c'est que vous nous facilitiez les choses. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et il faut faire très attention à pas, je dirais, par des formules qui sont un peu simples, qu'on peut comprendre à un moment donné médiatiquement, aussi, parce que c'est ça le rôle d'un responsable politique, c'est qu'il a un rôle pédagogique par rapport à la société. Une mauvaise image de la situation dans ces quartiers. Juste pour être un peu clair, la génération chouchoutée, ce serait la génération du 10e, 11e arrondissement face à une génération dans les quartiers. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit une génération, c'est pas une génération. J'ai pas situé ça géographiquement. J'ai dit j'ai été père de famille. Voilà, j'ai élevé des enfants. Et j'ai élevé des enfants dans une logique qui était, je dirais, de protéger mes enfants, de leur créer les conditions maximum pour qu'ils puissent s'épanouir. Donc de ne pas forcément connaître toutes les difficultés que moi j'ai pu connaître parce que je vivais dans les cités du 93. Voilà. Et on a les uns et les autres. On s'est comporté comme ça. Donc on a été d'un certain point de vue un peu surprotecteur par rapport à nos enfants. Allez, il nous reste 2-3 minutes pour vous poser 3 questions. Vous voulez vous parler aussi des régionales, je viendrai évidemment, puisque vous êtes tête de liste dans le Val-de-Marne sur les listes de Claude Barthelone. Alors hier, un sondage Ipsos a donné Claude Barthelone à 22% au premier tour, à égalité avec le Front National. Le PS semble apparemment incapable de mobiliser autant sur son seul nom que le Front National en Ile-de-France. Vous avez dit vous-même semble incapable, parce que je note par exemple... Je vous pose la question. Non, mais j'ai des doutes sur ce sondage, voilà, je vous le dis honnêtement, il m'a perturbé quand je l'ai vu, parce que ce n'est pas exactement la réalité de ce que nous vivons sur le terrain. Mais en même temps, bon, c'est un sondage, il faut prendre en considération. J'ai des doutes parce que je vois que les matrices de report des voix ne sont pas, d'après moi, les bonnes, et donc ça donne des scores qui sont... on est dans ce qu'on appelle les fourchettes basses pour le Parti socialiste. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le même temps, il y avait en Rhône-Alpes un sondage qui sortait et qui mettait le candidat socialiste à 27%. Je peux pas, je suis pas sondeur. Voilà. Vous craignez une poussée du Front National après les attentats? On va vous poser la question. Voilà, c'est comme ça qu'il faut les poser. Oui, il y a un risque. Il y a un risque que, effectivement, la société française soit fragmentée et qu'on désigne à la vindicte populaire telle ou telle catégorie de population. Je dirais d'ailleurs, d'un certain point de vue, c'est ce que recherchent les terroristes. Ce qu'ils recherchent, c'est quoi? C'est qu'il y ait une radicalisation de la société française et qu'il y ait une fragmentation de cette société. Et qu'une minorité, notamment la minorité musulmane, soit progressivement exclue, se sent exclue de la société française. Et c'est comme ça qu'ils peuvent, à partir de là, développer leur manipulation. Donc, dans les jours à venir, le travail que nous allons faire, et d'ailleurs c'était le mot d'ordre qu'avait choisi à juste titre Claude Barthelone, c'est une région Île-de-France humaine, c'est-à-dire que c'est tous ensemble qu'on doit s'en sortir. Ce n'est pas les uns contre les autres. Et c'est là qu'est le clivage avec le Front National. À propos de la vindicte populaire, Valérie Pécresse, tête de liste Les Républicains en Île-de-France, a été accusée hier d'avoir lié maladroitement fraude et terrorisme. Est-ce que appeler au civisme dans un contexte tragique, c'est difficile? Non, appeler au civisme, c'est le rôle de l'ensemble. C'est pas que dans un contexte difficile qu'il faut appeler au civisme. C'est en général. Voilà. Et 24 heures sur 24, c'est le rôle de nous tous et des responsables politiques. La remarque qui a été faite, c'est la manière dont elle a tiré un trait d'égalité un peu rapide entre ce qui est un fraudeur qui saute une barrière, ce qui n'est pas un comportement civique, et en disant le terrorisme commence là. Excusez-moi, mais heureusement qu'il ne commence pas là, parce que sinon ça serait très malheureux pour notre société. Et d'ailleurs, les internautes qui ont bien répondu en prenant une photo ironique d'un homme qu'elle aimait bien, qui s'appelait Jacques Chirac, et qui sautait par-dessus une barrière. Bon, voilà, c'est tout. Donc, notre rôle à nous, c'est de faire attention. Je vous ai dit tout à l'heure, les professeurs tournesols de la sécurité, ceux qui en rajoutent dans l'explication simpliste, parce qu'ils vont chercher les lecteurs. Dans ce moment-là, le rôle d'un responsable politique, c'est de savoir raison garder. Parce que quand on commence comme ça, il y a toujours quelqu'un qui va plus loin que vous. Et c'est celui qui va plus loin que vous qui finit toujours par l'emporter. D'un mot, Julien Drey, les mesures sécurité sont très approuvées par les Français, quasiment plébiscitées. Est-ce que ça peut avoir une influence sur l'élection? Et notamment, est-ce que vous attendez à une mobilisation dans votre camp? On attend, moi je dirais, notre rôle à nous, c'est aujourd'hui, je dirais, pour l'ensemble des responsables politiques. C'est pour ça qu'on a suspendu notre campagne, pour garder une certaine dignité et pour ne pas donner cette indécence de polémiquer. Voilà, imaginez si on était vraiment en campagne électorale, ce qui serait passé au regard des propos de Mme Pécresse. Et je peux vous dire que moi-même, je me retiens. Elle a sorti, par exemple, aussi un programme culture que je n'ai pas commenté, mais quand même, qui est quand même, excusez-moi, quand même en termes de ce qu'elle raconte, c'est-à-dire qu'elle ment de A jusqu'à Z dans son programme, mais c'est pas grave. Bon, je ferme la parenthèse. Nous, ce qu'on doit dire à nos concitoyens, c'est que la meilleure des réponses aujourd'hui, c'est d'être un citoyen et donc d'aller voter. C'est ça notre message. C'est que après ils vont voter pour qui ils veulent.
il y aura un débat, mais d'abord aller voter. Ne pas se désintéresser de la chose citoyenne. Ça, c'est important. Après, il y a effectivement un débat qui est très simple. Il y a ceux qui pensent qu'il faut fragmenter plus, et il faut désigner la vindicte populaire telle ou telle minorité. Il y a ceux qui pensent qu'on doit s'en sortir tous ensemble, et que c'est la force de la société française d'être tous ensemble. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci encore Julien Drey d'être venu sur ce plateau. Merci Anne-Laetitia, merci Michel d'avoir contribué à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et d'ici là, évidemment, restez connectés.